Rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. L'Ukraine qui a une autre frappe en direction de Moscou et la Russie. Salut Loïc. Bonjour Alexandre. Donc 144 drones qui ont été abattus par les Russes? Oui. Et cette fois-ci, ce qui est très étonnant, c'est que les drones se sont rendus jusqu'au cœur jusqu'à Moscou. Et ils ont abîmé des immeubles à Moscou. Malheureusement, il y a des civils qui ont été tués, au moins quelques-uns d'après ce que disent les autorités russes. Mais donc, les Russes disent qu'ils ont abattu 144 drones. On se doute bien qu'il y en a quelques dizaines au moins qui ont traversé, qui ont frappé différentes cibles à Moscou, autour, un peu partout, entre l'Ukraine et la Russie. Et comment veux-tu expliquer ça? Comment est-ce que Poutine va expliquer ça aux Russes? Poutine qui dit, mais non, n'est-ce pas, c'est une simple intervention qu'on fait là-bas. En fait, tout le monde sait que c'est une guerre, on n'a pas le droit de dire le mot en Russie. Comment est-ce qu'il va expliquer ça à sa population? Et je pense qu'il y a des problèmes de plus en plus à l'intérieur même de la direction russe en général, parce que quand on regarde ce qui est arrivé par exemple au ministère de la Défense, où le ministre de la Défense, Monsieur Shoigu, a été renvoyé, on s'aperçoit que il y a une dizaine de généraux qui ont aussi été renvoyés, ou de très très proches collaborateurs, qui ont été renvoyés pour corruption. Shoigu, lui, n'a pas été inquiété, mais on regarde ça puis on se dit, oh, c'est pas normal qu'à l'intérieur du ministère de la Défense, en quelques mois, il y ait tant de généraux qui soient écartés, supposément pour corruption. Et je pense que ça montre qu'il y a une certaine opposition dans l'armée même à ce qui se fait en Ukraine. Une opposition de plus en plus forte. Dans la population, évidemment, on peut pas l'exprimer comme tel, mais je suis sûr que ces gens qui s'opposent à la guerre en Ukraine à l'intérieur même de la Russie sont confortés par les attaques ukrainiennes. D'autre part, ça va pas très bien pour les Ukrainiens. Les troupes russes continuent à avancer. Elles se rapprochent dangereusement de certains centres névralgiques proches de la frontière russe. Donc, ce que font les Ukrainiens en ce moment, c'est peut-être un peu désespéré, mais d'un autre côté, ça les aide très très certainement. En tout cas, on va voir ce qui va se passer là-bas. Il y a des gens qui disent, dans le journal Le Monde, il y a un éditorial très intéressant là-dessus qui dit justement, regardez, pour la raison pour laquelle il y a si peu de gens qui bougent, et Shoigu dit rien, c'est un fidèle parmi les fidèles, même s'il accepte que des gens qui sont très loyaux à lui se fassent arrêter, s'il dit rien, c'est parce qu'en réalité, il veut succéder au directeur du FSB, qui est le successeur du KGB, parce que le directeur du FSB a 72 ans, qui va être remplacé et que lui aimerait le remplacer et que plein d'autres personnes aimeraient le remplacer. Et donc, en même temps qu'il y a cette opposition à Poutine, à l'intérieur même de l'appareil russe, ben il semble qu'il y a des personnes aussi qui disent oui, mais c'est peut-être ma chance d'avoir un très grand poste, d'être promu, etc. Donc, il y a cette double dynamique à l'intérieur du gouvernement russe qui semble jouer. En Algérie, c'est le président qui a été réélu avec une très forte majorité. 95% des votes. Alors, bien entendu, on félicite Monsieur Tebboune, mais 95% des votes, c'est stalinien. Il y a deux candidats d'opposition qui ont plus que 5%. Puis tout le monde regarde ça en disant, mais c'est ridicule. Alors, le gouvernement dit, ah, mais vous savez, il y a quand même eu 48% de gens qui ont voté, il y a une grande participation. Et d'ailleurs, on vous donne les chiffres. Sur un total de 24 millions de votants, il y en a 5,6 millions qui ont voté. Alors là, les gens font une règle de 3. Ils disent, ben non, c'est pas 48%, ça c'est 23% des gens qui ont voté. Alors, les dirigeants algériens sont même pas foutus de faire la bonne propagande, ils sont même pas capables de compter. Ils n'ont pas passé leur maths 436. Non, vraiment pas. Et donc, ce qui se produit, c'est que
les partis d'opposition sortent en disant ben non, il y a de la malversation là-dedans, il y a des choses qui fonctionnent pas, et même le parti du président qui a gagné sort en disant oui, oui non, ça marche pas dans les chiffres, ça va pas du tout. Mais évidemment, le pouvoir est confisqué par les militaires qui verrouillent l'accès au pouvoir dans ce pays, et les gens sont découragés. Ils voient bien qu'on peut pas élire véritablement de candidats d'opposition, on peut pas les élire en Algérie. C'est pour ça que le taux est faible. Et tu te souviendras, en 2019, il y avait eu de grandes manifestations dans les rues, parce qu'il y avait Bouteflika qui était à ce moment-là président, une espèce de momie en fauteuil roulant, et on a failli basculer dans la démocratie. Mais l'armée a arrêté ça, on a tiré sur les gens, on a arrêté les opposants, et bon, on retourne à un bon vieux régime autoritaire, qui ne fait l'affaire de personne, sauf semble-t-il du président français, de quelques autres, Macron, qui a envoyé ses félicitations au président, et ça fait grincer des dents en Algérie, dans la population. Tu sais. Comment peut-on d'un côté défendre la démocratie et en même temps féliciter un dirigeant aussi autoritaire? Ben, la réponse c'est peut-être à cause du Sahraoui, parce que le gouvernement français a reconnu que le Sahraoui appartenait au Maroc, et puis ben le Sahraoui est soutenu, le Front de libération du Sahraoui est soutenu par l'Algérie depuis des dizaines d'années. Alors il y a peut-être un peu de cette explication-là dans les félicitations de Macron. Aux États-Unis, le Donald, lui, recule devant aucune propagande. La propagande, voyons. Non, c'est des vrais faits. Il semble qu'en Ohio, il y a des Haïtiens qui ont mangé des chats. Et donc, les immigrants mangent des chats. Et donc, il faut renvoyer tous les immigrants qui mangent des animaux de compagnie. Ça, c'est une des nouvelles lignes de propagande, en effet, de Donald Trump. Et c'est tellement aberrant que tu dis ça, puis tu dis, mais c'est pas possible. Les gens croient pas ça. C'est incroyable que Donald Trump en soit rendu aussi bas à dire que des immigrants haïtiens mangent des animaux de compagnie, et que pour cette raison-là, tu sais, tous les immigrants qui mangent des animaux de compagnie vont être expulsés des États-Unis. Tu sais, puis je dis, mais il y a rien à dire. Qu'est-ce qu'il cherche là? Il frappe n'importe quoi. Il frappe sur tout ce qui bouge. Et je pense que c'est en train de montrer un petit peu peut-être le désespoir du camp de Trump. En tout cas, on attend tous le débat de ce soir, tu sais, et il faut absolument que Mme Harris fasse un bon débat. Il faut absolument qu'elle mène, parce que sinon, elle n'a pas assez d'élan encore pour remporter le débat contre Donald Trump. Donc, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer ce soir. C'est rare qu'on vit quelque chose d'historique comme ça. Tu sais, il y a des gens qui se plaignent, qui disent « Ah, on parle beaucoup des États-Unis, on parle pas assez de ce qui se passe au Québec. » Oui, mais un instant, là, ce qui se passe ce soir aux États-Unis, c'est vraiment important. Non seulement par rapport à l'histoire américaine, mais par rapport à l'histoire mondiale. Parce que si Mme Harris fait piètre figure, puis que c'est Donald Trump qui rentre, ben là, oui, on va avoir un régime autoritaire aux États-Unis. Oui, Donald Trump va gagner. Les États-Unis vont se replier sur eux-mêmes. Ça va avoir plein de conséquences pour le Canada et pour le reste du monde. Inversement, il faut absolument que Mme Harris gagne. Si elle veut gagner la présidence, il faut qu'elle gagne le débat. On en parlait hier. Si elle gagne, ben ça, c'est l'histoire du monde qui bascule. Souvent, on dit que, je l'ai lu à plusieurs endroits, c'est le 80 minutes le plus important de la campagne, ce qu'on va vivre ce soir 21h sur les ondes d'ABC. Parce que dans les sondages, puis je regardais le dernier coup de sonde du New York Times, ils sont au coude à coude. Le Trump a 48, Mme Harris a 47. Puis après la convention démocrate, c'est normal, il y a une espèce d'impulsion, il y a une espèce d'élan de momentum. Oui. Or, là, on s'aperçoit que ça stagne. Il y a même certains reculs. Elle a baissé, Mme Harris. Ben oui. Elle a monté, en fait, si on regarde les sondages consolidés. Moi, je regarde beaucoup Real Clear Politics. Je trouve qu'ils ont des sites de sondages extraordinaires. Ils prennent tous les sondages, ils font la moyenne. Alors, en faisant la moyenne, elle est montée jusqu'à 1,9 il y a quelques jours, et elle a rebaissé à 1,6, quelque chose comme ça. Mais surtout, c'est ça qui est grave. Quand on regarde, et on en parlait hier, quand on regarde où on était Joe Biden et Hillary Clinton à la même date, le 10 septembre, il y a en 2016 ou en 2020, on s'aperçoit que Mme Harris est à la traîne, non seulement au national, exact, mais dans tous les États clés. Et c'est ça le problème, elle est derrière eux. Et on sait que les sondages sont des sondages qui favorisent un peu outrancièrement les démocrates. Ils donnent un peu trop de pourcentage aux démocrates. Donc, il est très, très important que Mme Harris se rapproche
des taux de succès que M. Biden avait. Et elle en est loin. Elle est en deçà de ce que faisait Mme Clinton il y a 8 ans. On sait à quel point le dernier débat là, sur CNN avait été catastrophique pour Joe Biden. C'est ce qui lui a coûté ultimement là, sa carrière politique ou en fait son souhait de faire un deuxième mandat à la Maison-Blanche. Fait que la pression est très, très lourde sur les épaules de Mme Harris ce soir. Est-ce que c'est elle qui a le plus à perdre du débat de ce soir face à M. Trump? Oui, c'est elle qui a le plus à perdre parce que Trump pourrait se contenter d'un match nul. Il pourrait évidemment avoir une victoire, ça va de soi. Mais Mme Harris, un match nul, ça ne sera pas suffisant pour elle. Il faut absolument qu'elle ait une victoire, puis une victoire assez nette pour monter dans les sondages. Si elle n'a pas de victoire, ça ne veut pas dire qu'elle va perdre dans 2 mois nécessairement, mais ça augurera très mal pour le reste de sa campagne. C'est Loïc, certain. merci beaucoup. Salut. À demain. Peut-être